aujourd'hui, nous allons faire un webinaire sur la présentation d'un système technologique qui est développé par la société Kitewinder, qui est une société de la Nouvelle-Aquitaine, et sur lequel nous avons créé un banc pédagogique en partenariat avec le lycée Gustave Eiffel de Bordeaux. Donc présent autour de la table Olivier Normand, qui est cofondateur et puis développeur de Kiwi One, dont on va vous parler aujourd'hui. Et puis messieurs Bertrand Bénet et Laurent Leclerc, qui sont enseignants au lycée Gustave Eiffel à Bordeaux. Voilà. Donc le webinaire va se dérouler en 3 parties. On va commencer, Olivier va commencer à vous parler un peu de la genèse de Kiwi One et de la notion d'éolienne aéroportée. Voilà, ça va durer 10-15 minutes. De mon côté, je vais introduire le banc didactique sur lequel on a bâti une approche pédagogique orientée vers les bacs STI 2D notamment. Et donc Bertrand et Laurent concluront le webinaire par une présentation des activités en cours de développement ou développées pour certaines. Et voilà, et à l'issue de ça, on pourra prendre les questions-réponses éventuelles. Voilà, Olivier, je te laisse la parole pour présenter Kitewinder et Kiwi One. Très bien, merci Cyril. Donc, je suis le fondateur de l'entreprise Kitewinder. Donc, c'est une entreprise qui a été créée en 2016, mais la genèse du projet remonte à 2013. Donc, le constat de base, c'est se dire que le petit éolien a des rendements qui sont relativement faibles puisqu'on exploite des vents qui sont à basse altitude et qui ont le double désavantage d'être à la fois relativement perturbés et relativement peu puissants. Et donc, l'idée étant finalement de réussir à exploiter des vents qu'exploite le grand éolien, qui eux sont beaucoup plus puissants, mais surtout avant tout beaucoup plus constants. Et pour faire de la génération électrique éolienne, c'est un paramètre d'une très grande importance. Donc, à partir de ce constat, il y a eu une recherche de solutions techniques pour voir comment on pouvait aller capter ces vents-là. Et on se rend bien compte intuitivement que sur une petite éolienne qui va faire de 1 mètre à quelques mètres de diamètre de rotor, ça paraît pas très, très pertinent au niveau économique d'aller mettre un mât qui fait 10, 20, 30, 40 jusqu'à une centaine de mètres, puisque c'est les hauteurs conventionnelles sur lesquelles travaille le grand éolien. Donc, on a fait le choix d'essayer de faire voler l'ensemble pour aller chercher ces vents tout en faisant une économie substantielle de matériaux de fabrication, puisque le choix qui a été retenu, c'est de faire voler tout ça. Donc pour réaliser ça, en fait, on utilise une voile qui est une voile statique qui va servir à lever un ensemble éolien, donc une hélice. Et la particularité de notre système, c'est qu'on va transmettre l'énergie au sol, non pas électriquement, mais plutôt mécaniquement, puisque ça va nous permettre d'avoir un système extrêmement léger, sans conversion électrique en altitude, et tout va se faire au sol. Donc ça, c'était en 2013. Donc, il y a plusieurs prototypes qui ont été développés. Je vais vous les montrer là dans la continuité. 3 principaux prototypes pour arriver jusqu'au produit aujourd'hui qui s'appelle Kiwi One, qui est une éolienne qui produit en moyenne 100 watts d'électricité, qui crée un mini réseau pour l'utilisateur, qui évolue à environ 50 mètres d'altitude. Elle pèse 5 kg, elle se range dans un sac à dos de 30 litres. Le principal élément différenciant de cette éolienne par rapport à une éolienne conventionnelle, c'est qu'on va être en capacité de faire un usage nomade de cette électricité, puisqu'on peut la déployer dans un temps d'environ 5 à 10 minutes. Donc, j'embraye maintenant sur les différents prototypes. Ensuite, je vous montrerai une petite vidéo. Le premier prototype qui a été réalisé, c'est celui-ci. Donc, c'est un prototype qui est entièrement en carbone, avec des hélices entièrement en carbone. Je pense qu'on peut voir ici la trame en carbone, avec un corps qui est également en carbone. Et puis, on voit ici qu'on a une poulie en fait, qui va servir à renvoyer le mouvement jusqu'à la génératrice qui sera au sol. Donc, on peut voir, c'est que finalement, il y a un lien entre ma poulie et puis l'hélice. Donc, il y a un arbre à l'intérieur du système. Le vent, donc cet ensemble est levé par une voile et prendre l'altitude. L'hélice va capter le vent, va se mettre à tourner. Et puis, on voit qu'en tournant, finalement, on déclenche la rotation de la poulie derrière qui va transmettre son mouvement jusqu'à une poulie au sol qui, elle, est reliée à un générateur. Ça, c'est le principe un petit peu de base. Ça, ce prototype, il a été développé, ça devait être en 2015, je pense. Et pour donner une petite idée, c'est quelque chose qui nous a pris environ 6 mois de développement.
et dont le coût unitaire de revient, ne serait-ce que des pièces, hein, je parle, est d'environ 2 000 €. Je donne ces chiffres-là pour avoir une idée de la progression au niveau industriel du développement. Avec ce prototype-là, on a produit 15 watts d'électricité pendant environ 10 secondes avant d'arriver à une panne. Quelques autres éléments. Donc ensuite, on a décliné cette machine-là sur ce prototype-là, où on voit qu'on va retrouver cette notion de renvoi d'angle ici. Donc si je fais tourner l'hélice, alors je ne sais pas si ça tourne encore, oui. Si je fais tourner l'hélice, on voit qu'on a une rotation de la poulie, hein, donc on a ce système de renvoi d'angle à 90, c'est-à-dire une rotation de l'hélice qui est renvoyée à 90 sur la poulie. Ça a été développé aux alentours de 2018, je pense. Et puis on voit, si on se rapproche un petit peu, mais vous pourrez le voir puisque ça fait partie du contenu pédagogique, on a un certain nombre de pièces. Ça, c'est une machine dont le coût de revient était plutôt de l'ordre de la centaine d'euros, avec un temps de fabrication qui était de l'ordre d'environ 2 ou 3 heures, avec beaucoup de collage et pas mal de pièces. Et donc, on a décliné encore ça pour arriver sur quelque chose, sur un procédé, enfin sur une machine qui soit industrialisable. Donc, on arrive finalement sur ce renvoi d'angle qui est fait avec notre procédé par résine de coulée. Donc, toutes les pièces grises là que vous pouvez voir ici, avec des inserts moulés, sont faites chez nous, également cette pièce-là. Et puis, ben, on a toujours ce même système, hein, qui est un système breveté. On le verra peut-être un peu mieux comme ça. C'est-à-dire que quand on a une rotation de l'hélice ici, mais ça entraîne une rotation à 90 degrés de cette poulie qui va être transmise jusqu'au sol. Voilà. On le verra peut-être un petit peu mieux. Hop. Alors derrière moi, on a le système un petit peu complet qu'on a mis en situation. Donc on peut voir que on a donc notre éolienne qui ici est suspendue environ 1 mètre du sol, mais en pratique, dans l'usage courant, on est plutôt à 50 mètres. Et donc cet ensemble est levé d'environ à 50 mètres avec une voile à caisson, qui est une voile qu'on appelle parafoil. Et au sol, donc, on a notre génératrice, hein, qui est cet élément ici, qui va se mettre en rotation. Entre les deux, on a donc une courroie. Je ne sais pas si on la distingue ici. Et cette courroie, elle va parcourir, elle va faire des tours indéfiniment à une vitesse d'environ 30 ou 40 km/h. Et la production électrique va être générée au niveau du sol de la génératrice. Sur ma droite, ici, on a le boîtier électrique. Alors, j'en ai une version ici disponible. Donc, on voit qu'on va pouvoir venir, le boîtier électrique comme ceci, avec 2 boutons de commande. On voit qu'on va venir pouvoir brancher la génératrice ici et qu'on a 3 sorties qui vont être mises à disposition pour l'utilisateur. Donc, une sortie allume-cigare ici. On va avoir 2 sorties USB ici et puis une sortie bornier ici. Voilà. En termes d'usage, donc c'est un produit pour fabriquer de l'électricité nomade, donc de l'électricité pour le campement, que ce soit pour faire de l'éclairage, pour recharger les batteries du campement ou pour faire du pompage d'eau, par exemple. Et c'est aussi un produit qui est pertinent pour des problématiques d'accès à l'électricité, notamment, encore une fois, pour faire du pompage d'eau ou du traitement d'eau, puisque la puissance du produit va être capable de relever environ 5 mètres cubes d'eau d'environ 5 mètres de haut. Donc, dans des pays où ces choses-là sont faites à la main, on voit qu'on a un usage immédiat de l'électricité sur des applications pratiques. Et donc, c'est un produit qui a aussi été testé au Niger, dans des puits au Niger, pour pouvoir faire du revage d'eau. Je termine en vous montrant une petite vidéo du produit en fonctionnement pour qu'on se rende mieux compte. Donc, juste pour parler un petit peu de la vidéo avant de vous la mettre, c'est une vidéo de 1 minute. C'est des tests qui ont été réalisés sur l'île de Molène en septembre dernier. Donc, Molène, c'est une île qui est au large de Brest, sur lequel on a des vents qui sont assez puissants et assez constants et qui nous ont permis, nous, de faire des essais longs pendant environ une douzaine de jours et d'éprouver physiquement le produit et de voir un petit peu qu'est-ce qu'on était capable de faire avec. Donc, je vous partage la vidéo. Hop, et puis je vais essayer de vous la commenter en même temps. Hop, là, vous devez la voir. Cyril, tu me confirmes? Oui, c'est bon. Ok, donc je lance la vidéo. Donc voilà, là, on a un affichage où on voit un petit peu la puissance. Je vais le remettre et juste mettre pause. Voilà. Bon, on peut voir, je ne sais pas si on voit ma souris, mais on peut voir que là, à ce moment-là, on produisait environ 200 watts. Et puis, on délivrait environ 170 watts.
Donc, ça permet de se rendre compte que finalement, on crée un mini réseau. Ce n'est pas uniquement de l'électricité qui est directement fournie, c'est réellement un mini réseau qui est créé. Là, on voit la génératrice en rotation. Donc, la génératrice qui tourne à environ 1000 à 1200 tours minute et le cerf-volant au-dessus qui est à une cinquantaine de mètres au-dessus avec l'hélice en rotation. On a un effet stroboscopique, donc on ne se rend pas bien compte. Mais là, l'ensemble tourne à environ 1000 ou 1200 tours minute. L'autre gros avantage de cette technique-là, c'est que comme tous les éléments aérodynamiques sont en altitude, on a des nuisances sonores qui sont considérablement réduites lors de l'utilisation de ce type de produit. Voilà, je laisse la vidéo se finir avec la voile qui est statique, qui va suivre le vent finalement. Voilà. Hop. Et j'arrête le partage et je passe la main à Cyril. Alors, juste petite précision, Olivier, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment se fait le déploiement et le retour de la voile et de l'éolienne? Bien sûr. Donc, en fait, je vais faire un gros plan du coup sur la génératrice, donc qui est ici. Donc, en fait, cette génératrice, elle possède une poulie qui est ici, hein, cette partie-là, qui est aussi un touret. Et donc, en fait, cette poulie touret a aussi la capacité de stocker le fil. En fait, en mode, quand on déploie la machine, on a un système de blocage qui se situe ici, qui est automatique, mais qui peut être actionné manuellement aussi. Et donc, en fait, le produit a un automatisme, c'est-à-dire qu'en appuyant sur le bouton de démarrage, on a une séquence de démarrage qui va se mettre en route. Et donc en ayant préalablement déployé la voile et monté l'hélice, bien sûr. Et donc, la génératrice va progressivement relâcher l'ensemble du câble jusqu'à que la boucle soit complètement déployée. Et une fois que la boucle est déployée, la génératrice va initier la rotation, puisque finalement, c'est jamais qu'un moteur. Et ensuite, on va passer sur un mode de génération avec un algorithme de régulation où on va pouvoir produire en continu. Quand il y a un manque de vent qui est détecté, en fait, à l'intérieur du produit, on a aussi de la génératrice, on a aussi un capteur d'inclinaison. Quand il y a moins de vent, le produit va tout simplement faire ce genre de mouvement. On va détecter ce mouvement-là. On va également détecter qu'on produit un petit peu moins parce que c'est des choses qu'on monitore en continu. Et on va réagir à ces signaux-là. Donc, on va freiner la génératrice pour l'arrêter complètement si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, avec ce mécanisme-là, en fait, on va venir positionner un ergot à l'intérieur du touret. Cet ergot va nous permettre de capter un des brins de la boucle et de renrouler les deux brins l'un sur l'autre pour que le produit, finalement, l'éolienne en elle-même, soit rapatrié environ entre 3 et 5 mètres de la génératrice. Et ensuite, l'ensemble va se poser au sol jusqu'à un prochain envoi par l'utilisateur. Merci Olivier pour la partie explication produit. Cyril, j'ai peut-être une dernière chose à ajouter. Oui, vas-y. Donc, avant que justement Cyril embraye sur la maquette pédagogique, en fait, il faut savoir que les principales problématiques sur ce genre de système tournant, c'est les usures et comment vieillissent les choses, comment elles se comportent dans le temps. Donc, en fait, pour tester ça, nous, on a développé deux bancs spécifiques. Un banc qui testait plus spécifiquement le déploiement et le rapatriement, c'est-à-dire qu'on va faire des séquences où on déploie et on rapatrie de façon continue, et puis on multiplie ça, on fait ça des centaines ou des milliers de fois. Et de la même façon, on a un banc qui va tester spécifiquement la génération électrique, où là, on va faire tourner le produit en continu des dizaines, des centaines, des milliers d'heures, pour voir un petit peu, appréhender un petit peu les phénomènes d'usure, les maîtriser et les quantifier aussi. Et c'est ce banc-là, finalement, qui est chez nous, qui a été décliné en maquette pédagogique avec un certain nombre de TP qui va maintenant vous être présenté par Cyril. Merci pour la transition. Donc, effectivement, on est sur un banc d'essai de l'éolienne aéroportée, inspiré très largement de ce qui avait été fait par Kitewinder. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve sur ce banc? Alors, on a déjà un banc qui est compact en termes de taille, donc qui permet de passer aux portes et d'être déplacé de salle en salle. Donc, ça, c'est un point important. On retrouve le mécanisme de renvoi d'angle de la partie motrice. Alors, bien sûr, on n'a pas pu mettre en œuvre les voiles et les pales. La voile et les pales, pardon, mais c'est fourni en pièces détachées pour travaux d'analyse constructive notamment. Le système de câbles reliant la motrice et la génératrice est bien là. La génératrice en elle-même. Toute la chaîne électronique, donc avec les cartes de contrôle et la batterie lithium-ion. Donc, on en a vraiment toute la partie génération, stockage et mise à disposition de courant. Et vu qu'on n'a pas de pale, on a utilisé un sous-ensemble de motorisation
de la motrice avec un système de poulie courroie qui permet de reproduire, donc à vitesse variable, qui permet de reproduire les conditions de vent. Donc ça, c'est ce que vous voyez sur la petite platine qui est au centre là, avec la courroie en verre. Enfin, on a rajouté une jauge de contraintes qui permet de travailler sur les contraintes du câble. Donc, c'était un des souhaits des pédagogues, notamment pour travailler sur les problématiques d'effort. Et puis, l'ensemble dans un châssis mécano-soudé avec paroi polycarbonate. Voilà, donc, tout est sécurisé et prêt à être utilisé. Au niveau logiciel, on a développé une interface logicielle sur LabVIEW. Donc, on fournit l'exécutable et le point VI. Il y a différents écrans. Donc, un écran de réglage qui permet de mettre en place la communication avec la carte électronique et puis régler les fréquences d'échantillonnage. Un écran motrice où on va définir la consigne de vent et ensuite on va mesurer et remonter les puissances CIN, BETS, arbre, moteur et électrique. Également la vitesse de rotation et les consignes d'intensité. Un écran génératrice où on va définir les consignes de vent et de vitesse, et puis on récupère les intensités de tension au niveau batterie, la puissance de génératrice, la puissance d'intensité de sortie, tension de sortie, etc. Et enfin, un écran jauge de contraintes où on s'intéresse à la transformation du signal entre des données brutes sur 12 bits et les données converties en grammes. Voilà. Donc tout ça, c'est disponible en version ouverte. Donc ceux qui ont des compétences sur LabVIEW, vous allez pouvoir le modifier sans souci. Ensuite, donc, il y a un modèle MATLAB Simulink, une simulation MATLAB Simulink qui est fournie, donc qui a été développée par Laurent Leclerc là, du lycée de Bordeaux, Gustave Eiffel. Donc, on a trois modélisations multiphysiques qui sont proposées. Donc, le rendement de la chaîne complète depuis l'énergie du vent jusqu'à la charge électrique, les pertes d'énergie de la courroie du renvoi d'angle et le fonctionnement des batteries. Voilà, donc tout ça, on va y revenir, je passe rapidement. La modélisation SolidWorks, donc là, on a la chance d'avoir quelque chose de complet depuis la genèse du projet. Donc, on fournit un historique d'évolution du design du renvoi d'angle, un peu à l'image de ce qu'on vous a présenté au début, qui permet notamment de fabriquer des versions antérieures en impression 3D. La version actuelle est fournie avec les modèles de la génératrice du renvoi d'angle et de l'hélice. Et enfin, il y a une simulation SolidWorks sur l'influence du diamètre des galets sur le fonctionnement de la courroie. Donc là également de quoi travailler en e-tech autour de la motrice, du renvoi d'angle. Ensuite, du SysML. Donc, le système est modélisé sur SysML, diagramme de contexte, exigences et structurel. Et enfin, on peut également travailler sur de la programmation Python. Voilà. Donc, vous voyez qu'on utilise les outils les plus classiques de la formation en bac technologique et en CPGE derrière. Voilà. Donc, tout ça associé à un produit qui est vraiment très riche d'un point de vue fonctionnel et technologie, nous amène à développer une pédagogie voilà, vraiment originale et très, très intéressante. Donc, je vais laisser Bertrand puis Laurent la détailler. Voilà, juste un petit slide d'introduction. Donc, lié aux activités STI 2D. Donc, on voit qu'on a développé des activités sur du transversal, découverte de systèmes, modélisation multiphysique, données expérimentales, donc autour de MATLAB notamment, sur de l'e-tech, autour du système de transmission, avec un historique de design, sur la conception et fabrication du renvoi d'angle, le processus de fabrication des hélices, la qualification du fil, l'influence du diamètre des galets. Voilà, on est en EE, étude de la génératrice brushless à contrôle vectoriel, toute la chaîne d'énergie, batterie, rendement, bilan, rôle du BMS, etc. En SIN, la chaîne d'acquisition sur jauge de contraintes, les principes de fonctionnement du banc d'essai avec les consignes de vente, etc. L'analyse de programmation en C ou en Python, les chaînes de commande et d'acquisition de valeurs électriques et le traitement Python des données CSV d'acquisition. Voilà, donc ça, c'est une introduction très rapide. Et puis, je vais laisser Bertrand et Laurent revenir sur certaines activités dans les 15 minutes qui arrivent. Voilà, Bertrand, je te laisse la parole. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, je vais vous montrer rapidement parce qu'après qu'on puisse après discuter autour de ce qui a été fait. Alors j'ai développé quelques activités, je suis en cours, hein, il m'en reste encore 2 à développer, donc c'est en cours de développement. J'aimerais que ça démarre, voilà. Vous voyez l'écran, c'est bon? C'est bon, oui.
Ouais. OK. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'à partir du programme, alors on l'a fait à partir du programme de SI2D, on a mis en relation les activités qu'on a développées en relation avec les connaissances et les compétences du programme. Donc, on retrouve ce document dans les éléments qui seront fournis avec le banc. Pour les activités, en transversal, j'ai développé une activité sur la découverte du système. Sur la partie e-tech, il y a 5 activités, une activité sur la partie SIN. Ça rejoint les activités que tu as présentées tout à l'heure, Cyril, enfin juste avant. Donc, je vais essayer d'en développer 4 ou 5, juste pour vous montrer jusqu'à où va la liaison entre le système réel fourni par la société, l'association au banc et tout ce qui est fourni en modèle autour. Donc, par exemple, sur la vérification du fonctionnement des modes de rapatriement de l'éolienne, on donne les éléments qui nous servent au support, hein, que ce soit avec le banc, en fait, il y a la génératrice qui est séparée du banc, donc ça permet d'analyser le fonctionnement de la génératrice qu'on a en système réel et en modélisation. L'idée dans cette première activité, c'est de mettre en route le banc pour bien visualiser le fonctionnement du système, d'analyser les différents modes de fonctionnement, notamment au niveau de la génératrice et ses différents positionnements. Alors, positionnement qu'on va retrouver ici, tu l'as présenté tout à l'heure, Olivier, sur le verrouillage ou non de la génératrice pour rembobiner le fil. Donc, l'idée, c'est de faire une expérimentation déjà sur le système réel pour voir comment se déclinent ces différents modes. Ensuite, on fait une simulation sur SolidWorks du rembobinage. Donc, en fait, on a le modèle 3D. Alors, j'ai dû l'ouvrir quelque part sur SolidWorks. Je ne sais pas si vous voyez toujours l'écran. Ah non, ce n'est pas mon écran que j'ai partagé. Alors, attendez, je vais partager mon écran. Parce que là, je partage que le diapo. Recréer les assemblages, en fait, ce qui nous permet de faire fonctionner le système en fonctionnement réel, en fonctionnement virtuel, pardon, sur le logiciel. Et qui va nous servir à faire des analyses sur le fonctionnement. Donc, en fait, alors ça rame un petit peu là sur le PC, parce que j'ai beaucoup de choses qui sont allumées. Mais voilà, donc en fait, quand on fait bouger les éléments, on a les éléments qui se déplacent, donc ça permet d'analyser le fonctionnement dans son fonctionnement sur le système. Donc, on utilise Mecha 3D pour regarder comment se comporte le mécanisme lors du rembobinage. Et on compare les résultats de l'expérimentation qu'on a fait précédemment par rapport à ce qu'on fait en virtuel sur le modèle. Une autre activité sur la vérification des conditions d'utilisation du Kimugan et l'analyse de l'évolution technologique. Alors, c'est une des chances de ce produit, c'est qu'on a un historique sur l'évolution, notamment de la partie de la tête, ce qu'on appelle la motrice. Et on a la possibilité de pouvoir réaliser justement ce modèle. Donc, dans un premier temps, on analyse le contexte, le diagramme de contexte du système et les arrêtés qui nous permettent de justifier l'utilisation ou pas de notre produit sur le territoire. Alors, je le fais sur le territoire français à partir du géoportail, en fait, où on sait à quel endroit on peut ou pas dépasser certaines altitudes en fonction de la masse qui est embarquée. L'ensemble pèse à peu près 5 kg de mémoire. La tête, l'éolienne et le cerf-volant, on ne peut pas l'utiliser partout. Ça dépend des situations. On sait qu'on ne peut pas dépasser 120 mètres. Alors nous, on est sur des altitudes un peu moins hautes, puisqu'on est entre 50 et 70 mètres. Et ça permet d'analyser un petit peu comment on va utiliser notre système, quelles sont les conditions d'utilisation. Ensuite, on peut travailler sur l'évolution du produit. Donc, vous avez vu les modèles là, qui étaient présentés tout à l'heure par Olivier. En fait, on a les brevets qui ont été déposés sur la version 1, sur la version 2. Alors, la version 2, on a la possibilité, puisqu'on a la modélisation de toutes les pièces, la possibilité d'imprimer le modèle et de le mettre en fonctionnement. Donc, ce modèle en version 2. Et qu'on va comparer ensuite au système actuel, le système actuel qui est le modèle que vous a montré Olivier tout à l'heure, qui lui aussi est modélisé. Ça nous permet de regarder par rapport à l'évolution et au cahier des charges comment on est arrivé à cette fabrication concentrée et quelles ont été les évolutions qu'on a pu avoir. Alors, on l'a vu au niveau du coût, mais on a vu aussi sur l'optimisation des matériaux. Donc, si on travaille sur cette motrice, en fait, c'est qu'est-ce que ça a apporté par rapport au choix des matériaux et à la
condensation de tous ces matériaux, comment on a réussi à améliorer les caractéristiques techniques, environnementales et au niveau du coût pour la fabrication. Donc pour ça, on analyse la chaîne de puissance complète. Donc on retrouve le cerf-volant, la tête au niveau de l'éolienne et puis la génératrice au sol. On fait une modélisation, on regarde la modélisation de la partie simulée. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le système réel, donc on peut le mettre en fonctionnement virtuellement, mais aussi sur le système réel de façon à modéliser le fonctionnement, ce qui se passe en fait au niveau de la courroie. Ensuite, on fait une analyse environnementale sur les deux produits pour voir quelles ont été les évolutions. Donc, ne serait-ce qu'entre la version qui est à gauche et la version qui est à droite, on a amélioré l'empreinte sur l'environnement de l'ordre de 47%. Donc, au niveau de la matière et du choix des matériaux. Donc, ça, on fait ça avec Sustainability, qui est une application sous SolidWorks. Et ensuite, on simule par rapport à la fabrication des petites poulies, voir quelles sont les contraintes liées à la fabrication de ces poulies. Alors, il a parlé de couler sous vide, pas couler sous vide, couler par gravité avec de la résine, réalisée directement sur le site de production à l'entreprise. En fait, je ne le développe pas forcément sur celui-là, je le développe après sur les pales, mais on peut regarder quelles sont les contraintes géométriques sur la pièce qui permettent de justifier le choix de la fabrication. Alors, si on le regarde sur les pales, donc je passe à la première partie où là, on va utiliser plusieurs éléments de SolidWorks pour arriver à la fabrication de ces pales. J'ai simplifié un peu parce que c'était un petit peu compliqué de modéliser le coulage sur une coque sur SolidWorks. Enfin, réaliser la coque de la pale qui a une forme un peu particulière, donc j'ai considéré que je coulais la pale dans son ensemble. Donc en fait, on analyse le matériau qui est utilisé. Ici, on est sur des cas de résine. On trouve le matériau adapté sous SolidWorks pour pouvoir faire notre analyse. Et à partir de là, on regarde, on vient justifier les choix de la fabrication des pales. Alors, d'un point de vue de la fabrication, mais d'un point de vue de la fabrication, quels sont les types de production possibles? Donc là, vous voyez, c'est les pièces qu'on a fabriquées sur l'imprimante 3D, enfin qu'on a imprimées sur l'imprimante 3D, jusqu'à l'utilisation en moulage par gravité qui est utilisée dans l'entreprise. C'est une vidéo qu'on retrouve sur leur site, dans laquelle on voit comment sont coulées les pièces. Sont moulées les pièces, et en fait on fait une simulation sur SolidWorks Plastic où on vient générer dans la pale la façon dont le fluide va se répartir, et on a tout un rapport qui permet d'analyse et qui permet de voir comment cette simulation se rapproche du système en fait, du système qui est utilisé, enfin du système de la fabrication qui est utilisé dans l'entreprise. Voilà, la dernière activité sur laquelle j'ai travaillé sur laquelle je travaille actuellement, donc qui n'est pas tout à fait finalisée, c'est de justifier les nœuds qui sont utilisés sur le fil et le fil pour mettre en sécurité notre éolienne, puisque comme elle est à 70 mètres d'altitude à peu près, et que c'est un élément qui a une certaine masse, on doit s'assurer que et le fil qui transmet l'énergie et le fil qui retient l'ensemble au cas où le fil qui fournit l'énergie venait à casser, soit bien dimensionné, et que les nœuds qui sont utilisés soient suffisamment résistants. Donc l'idée, c'était de travailler, alors on est sur un fil, sur un câble ou un cordage en polyester ou polyuréthane, non c'est polyester il me semble bien. Donc en fait ce qu'on va regarder c'est qualifier le fil, vérifier qu'il fonctionne et le tester sur, alors on fait fabriquer les nœuds avec les élèves, en fait l'idée c'était de montrer comment on faisait pour réaliser les nœuds et de les tester sur un banc d'essai de traction pour voir si le nœud résiste. Alors plus que le fil, puisque le nœud a tendance à glisser et à se défaire, donc l'idée c'est nous on a un banc d'essai de traction qui est le banc 3R, mais qui peut être différent suivant les académies. Mais l'idée c'est de prendre un nœud, le fil, tirer dessus pour voir comment va se comporter le nœud. Et pour ça, on définit 7-8 nœuds différents, utilisés soit en escalade, soit pour les pêcheurs, soit pour ceux qui font du cerf-volant, en fait. Là, avec des tensions qui sont un peu plus importantes, puisqu'on a une masse embarquée en altitude, de voir comment le nœud se comporte à la traction. Et on fait la même simulation sur SolidWorks, juste pour comparer par rapport aux caractéristiques fournies par le constructeur sur les fils.
Voilà, bon là j'en ai dit beaucoup. J'ai deux autres activités là, qui vont arriver par la suite, hein. L'influence du diamètre des galets sur le fonctionnement de la courroie que tu as présenté tout à l'heure Cyril, et une activité en SIM sur la chaîne d'acquisition des jauges de contraintes là, qui vont être faites d'ici les 15 prochains jours. Voilà, Laurent, peut-être, je vais te laisser la parole. Juste avant, je vous montre le système. Alors, il ne faudrait pas qu'ils démontrent parce que ce n'est pas facile. Qu'on peut modéliser, qui est modélisé en 3D, qu'on peut imprimer en fait, et qu'on peut mettre en fonctionnement avec un fil qui pourrait servir de courroie pour montrer qu'est-ce qui se passe lorsque les pales tournent. Donc ça, c'était le modèle qui était présenté tout à l'heure pour Olivier, et qu'on a la possibilité, puisqu'on a tous les fichiers en fait, à imprimer au lycée, quoi. Voilà, pour montrer comment le produit a évolué entre la version 2 et la version finale. On a un bon retour justement sur les écoles, puisqu'on a pas mal de sollicitations sur les écoles, alors pas forcément encore sur le banc, mais plus directement sur le produit. Là, je pense notamment à un concours qui parlera peut-être à certains professeurs, un concours qui s'appelle Giméol, qui est un concours, c'est dans le sud-est de la France, je ne sais plus où exactement. À la base, l'idée du concours, c'est de développer une éolienne et de la tester en soufflerie pour essayer finalement de fabriquer une éolienne la plus performante possible. Et là, ils ont décliné un petit peu ce concours, puisque maintenant, ils ont ce qu'ils appellent le concours Giméol Extrême, ou Giméolex en condensé, où en fait, là, l'idée, ça va être de toujours développer une éolienne, mais d'aller la tester en conditions réelles. Et donc, ils rajoutent encore une petite difficulté par-dessus, c'est qu'ils ont pour contrainte alors je ne sais plus exactement dans quelle ville ça se fait, mais ils doivent partir en gros du pied de la montagne avec le matos, le monter au sommet de la montagne et aller tester tout ça au sommet de la montagne. Donc le concours s'appelle Giméolex, cette version-là, donc Giméolex Pro Extrême, elle est assez récente, je crois qu'elle a 1 ou 2 ans. Et donc là, on a eu une sollicitation d'un lycée du côté des Hauts-de-France, je crois, parce qu'il y a tous les lycées français qui participent, pour tester notre système, enfin pour compétiter avec notre système, justement. Il me semble que c'était le week-end dernier, je crois, donc j'attends un petit peu le retour là-dessus. Le principe du concours, donc, c'est que ils vont se retrouver en haut avec tous leurs prototypes. Et donc, ils ont un banc de test qui va permettre de quantifier la production électrique qui est mis à disposition. Et donc, de façon séquentielle, chacun va passer avec son éolienne et va pouvoir tester les performances. Donc là, on va être, pour nous, c'est pas mal parce qu'on reste dans ce domaine pédagogique qui nous tient à cœur quand même, hein, parce que le produit, il a une finalité d'usage, mais il a aussi une vocation tout de même pédagogique. Et c'est dans ce sens-là que développer cette maquette pédagogique, pour nous, a beaucoup de sens aussi. Donc là, ça a été mis en concurrence, en compétition avec d'autres éoliennes. On attend un petit peu le retour. Et donc, c'est vrai qu'on a pas mal de retours et de sollicitations de professeurs, au niveau des lycées notamment, pour faire de la pédagogie autour de notre produit et de la sensibilisation aux énergies renouvelables. C'est vrai que le système est assez complet au niveau de l'appareillage, puisque par rapport à ce qu'on avait vu sur le site de la fabrication du produit, enfin de la mise en œuvre du produit et le banc qui a été mis en œuvre, il a recoupé. Tout était vraiment en phase avec ce qu'on voulait nous pour faire des applications pédagogiques, et notamment que ce soit alors le modèle MATLAB sur lequel a travaillé Laurent, enfin Simulink et MATLAB, parce qu'il a travaillé sur les deux, et le modèle, en fait, c'est vrai qu'au niveau acquisition, on a tous les éléments qui nous permettent de travailler. Sur la jauge de contraintes, on a une partie du programme en Python, donc on peut analyser ce programme pour savoir comment sont transcrites les informations pour afficher la masse, en fait, la masse qui correspond à la tension qu'on va avoir dans le câble. Pour la génératrice comme la motrice, on a tous les éléments d'acquisition qui nous permettent, grâce à l'interface LabVIEW, à faire
à faire analyser tout le comportement de l'éolienne. C'est pas juste une éolienne qui tourne en fait, hein. On a l'impression au départ que oui, on a mis une motorisation en haut pour des problèmes de sécurité parce qu'on ne pouvait pas mettre des pales qui tournent. Juste on a mis un moteur pour faire tourner la génératrice, enfin la génératrice, la motrice qui est à la tête. En fait, pas du tout. C'est un fonctionnement qui se rapproche de ce que seraient les mises en condition de ce qu'est la mise en condition de cette éolienne à 70 mètres d'altitude. C'est pas juste je mets un vent de 10 mètres par seconde, paf, ça génère un vent de 10 mètres par seconde. C'est pas aussi simple que ça. Et d'ailleurs, dans le fonctionnement du système, alors je ne sais pas si Laurent il a développé ça au niveau de ses activités, normalement ça en faisait partie, mais il vient montrer qu'en fait, c'est pas juste je fais tourner l'éolienne et puis je génère du courant. Il y a une réelle adaptation. Alors, Olivier, tu peux prendre la parole pour dire ça, mais il y a une réelle adaptation entre ce que produit la tête et ce que va générer, ce que va mettre en œuvre la génératrice. Et ça, le banc le traduit très bien au niveau de son fonctionnement, puisque quand on fait varier le vent, ne serait-ce qu'en consigne donnée sur l'applicatif, eh bien, ça ne va pas répondre tout de suite. Tac, le vent il passe de 8 à 12 ou de 10 à 5, comme ça. Ouais, on peut essayer de donner un peu de complément effectivement de comment fonctionne l'éolienne. Pour reparler un petit peu du produit, en fait, c'est pas uniquement une production qui est mise à disposition, c'est un vrai mini réseau qui est créé. C'est-à-dire que dans le boîtier électrique que je vous ai montré tout à l'heure, que j'ai rangé, dans le boîtier électrique, on a une batterie en fait, et en continu, on va d'une part gérer l'énergie au niveau de cette batterie, donc à la fois ce qui est produit et à la fois ce qui est débité à l'utilisateur. Et là, on voit de suite qu'on a plusieurs cas de figure qui apparaissent. On a le cas de figure idéal où la production est égale à la consommation, sauf que ça, évidemment, ça n'arrive jamais. Et les cas d'usage classiques, c'est finalement que soit on produit plus, soit on ne produit pas assez. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est dans ces cas de figure-là? Donc, typiquement, il faut savoir qu'il y a beaucoup de code qui tournent en fait en continu sur le produit. Il y a environ 10 000 lignes de code qui tournent en continu pour le faire fonctionner. Donc, typiquement, quand on a une production qui est supérieure à la consommation, on va très rapidement atteindre une batterie qui va se remplir et qui va arriver à un taux de remplissage de 100%. Il faut savoir qu'à l'intérieur du produit, on a une batterie lithium-ion et le lithium-ion, c'est super, c'est très énergétique. Par contre, ça demande une gestion fine parce que si ce n'est pas géré, généralement, on a des problèmes. Donc là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on va faire sur une batterie pleine? Eh bien, on va dégrader la production, c'est-à-dire qu'on va freiner la génératrice pour limiter la production et faire en sorte, à minima, d'égaler la consommation, voire si on continue à produire trop, complètement arrêter la production électrique jusqu'à que la batterie se vide jusqu'à un certain niveau, puisqu'on a un système aussi d'hystérésis pour que le système fonctionne bien. Donc, on va vider la batterie jusqu'à un certain niveau avant de reprendre la production électrique. De la même façon, si vous consommez trop sur le mini réseau, la batterie va se vider et va se vider jusqu'à un point où on va pouvoir potentiellement dégrader la batterie, puisque le lithium-ion n'aime ni être trop chargé, ni être trop déchargé, et il n'aime pas non plus être chargé trop fort ou déchargé trop fort, pour information. C'est les 4 cas de figure. Donc, quand la batterie se vide, on va arriver à un moment où il va falloir protéger la batterie. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de couper la génération électrique, on va couper la délivrance d'énergie à l'utilisateur. On va faire ça de façon séquentielle. C'est-à-dire qu'on va couper les gros consommateurs et en dernière mesure, on va couper la sortie USB jusqu'à que la production électrique continuant, le niveau de batterie va remonter et on va être capable de rallumer les sorties. Donc, il y a une gestion en continu du mini réseau qui est réalisée. C'est à l'image, en fait, c'est à l'image de ce qui est fait sur le réseau français ou n'importe quel réseau électrique. Alors, nous, en tant qu'utilisateurs, on ne le voit pas, mais quand vous branchez le grille-pain sur le réseau électrique, il y a quand même quelqu'un au niveau de la centrale qui le voit. Alors, c'est effectivement des pouillèmes, mais au final, il y a une adaptation qui est faite en continu de la production et de la consommation. Là, c'est un petit peu ce qu'on fait, mais avec un tampon qui est la batterie finalement à l'intérieur. Donc ça, c'est pour la gestion de la batterie, mais il y a aussi d'autres couches de code qui se rajoutent par-dessus
pour venir optimiser la production. C'est finalement de quelle façon on va aller chercher tirer le meilleur parti du vent disponible pour maximiser la production. Alors là, on fait ça avec un système qu'on appelle MPPT, donc Maximum PowerPoint Tracking. Sur de l'éolien, ça consiste finalement à aller tester des vitesses de rotation d'hélice pour aller trouver l'optimum. Ça se fait en continu et c'est quelque chose qu'on peut voir sur le banc puisque toutes les secondes, la génératrice va tester la puissance qu'elle réussit à produire avec la ressource qui lui a été donnée et va finalement adapter sa vitesse en continu pour aller trouver un maximum. Donc, une fois qu'on sera sur l'asymptote, elle va tout simplement bagoter entre deux positions qui représentent finalement l'asymptote du vent qui lui est disponible. Pour faire simple, en fait, juste on va revenir sur cette diapo-là qui est la plus intéressante. Ouais, donc c'est cette diapo-là qui est la plus intéressante par rapport à tout ce qu'on a fait. C'est que c'est ce que vient d'expliquer, c'est qu'on a une nécessité de pilotage, en fait. On a une vitesse qui n'est pas imposée par le vent, mais qui est imposée par la génératrice. Et on a demandé donc à EREM de fabriquer la maquette de telle manière à ce qu'on puisse justement enlever le MPPT pour pouvoir tester justement avec les élèves qui puissent faire leur propre MPPT, vérifier que cette notion de pilotage et d'asservissement de vitesse pour être sur le point optimum. Il n'y a pas d'appareil de mesure, donc on est sur un système qui se veut comme pour les voitures avec une prise USB. Donc ça veut dire que ça c'est une tranquillité aussi pour l'enseignant parce qu'on récupère des datas directement via un port USB sur des fichiers numériques. Donc il n'y a pas de risque d'un appareil de mesure mal branché, etc. et un risque d'abîmer le matériel. Il y a du travail pour les élèves parce qu'on récupère des datas brutes. Donc, on récupère un fichier CSV. Il y a une interface qui permet de voir sur l'écran les datas réelles, entre guillemets. Mais nous, on récupère des datas brutes, ce qui permet après de faire tout ce qu'on veut sur du filtrage numérique, sur des analyses fréquentielles pour des postes baccalauréat, sur tout ce qu'on peut faire avec sur les données brutes. Donc, de mettre en œuvre des protocoles Python pour récupérer les données, pour refaire les courbes, etc. Et ça, c'est vraiment, tout ça, c'est des plus. Et avec Bertrand, là, le truc qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment bâti la maquette par rapport au programme de STI 2D. Bon, en regardant un peu ce qui se passait en sciences de l'ingé et un peu en post-bac. Et c'est pour ça qu'on pense que là, on a vraiment quelque chose qui sera un bon produit qui va permettre d'aller loin, quoi. Voilà. Bien, merci Laurent pour l'explication. Et puis, de toute façon, on sera mené à partager, je pense, un petit guide d'utilisation du modèle MATLAB pour donner un peu plus de détails sur qu'est-ce qu'on peut faire là dès que ce sera finalisé. Voilà, on a un peu dépassé le temps, du coup, avec les problèmes techniques, mais bon, ça a permis à Olivier d'en dire un peu plus sur le fonctionnement du système embarqué. Voilà, il y a une question, j'ai répondu sur le fil de discussion. Donc, pour aujourd'hui, je crois on est bon, tout est là. Donc, la vidéo est enregistrée et sera mise à disposition sur la chaîne YouTube. Puis on pourra la repartager sur les réseaux sociaux aussi. Voilà, Olivier et Bertrand, Laurent, merci beaucoup pour la participation. Et puis, à très bientôt. Oui,